Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia, et aujourd'hui on va faire le point sur les Worlds du TCG. C'était ce week-end, je sais pas si vous avez regardé, moi j'étais à fond, j'ai quasiment tout regardé, j'ai même regardé les replays le matin de la veille, puisque ça commençait assez tard, hein. Les matchs commençaient à 18h vendredi et samedi, et la finale avait lieu hier. Ça commençait un peu après 21h, avec d'abord les juniors, les seniors et enfin les masters. Ça a fini à un peu moins d'1h du matin, et je suis claqué ce matin évidemment, mais j'ai pu regarder et c'était vraiment très intéressant, et on va regarder tout ça aujourd'hui. Il y a aussi eu des annonces incroyables sur les séries méga qui vont arriver bientôt, et on va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo, et juste après, j'ai pris 4 boosters donc de la dernière série Mega 1, donc Symphonia et Brave, et on va ouvrir ça juste après, une fois qu'on aura fini de parler des Worlds, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur tout ce qui s'est passé pendant les Worlds. On va du coup commencer avec les annonces, évidemment, c'est ça que vous voulez voir, c'est ça que vous voulez savoir. Donc c'est l'article de Pokécardex que vous retrouvez aussi probablement via PokéBeach en anglais, mais bon, je vous ai mis la version française, c'est peut-être un peu plus facile à comprendre. On a eu l'annonce de l'arrivée aussi sur Pokémon Pocket. Je suis beaucoup moins parce que je ne suis plus présent sur Pokémon Pocket. C'était sympa au début, mais maintenant que c'est vrai que je suis mis à fond sur le TCG, je préfère me concentrer sur le TCG, mais du coup les mégas vont aussi arriver dans Pocket, donc pourquoi pas. Si vous êtes content de voir l'arrivée des mégas sur Pocket, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi pour le coup, eh bien ça ne me fait ni chaud ni froid, mais pourquoi pas. En sachant que Pocket n'est toujours pas une compétition officielle aux Worlds, peut-être l'arrivée l'année prochaine. Il y avait un tournoi qui est organisé pendant l'événement, donc peut-être que l'année prochaine, mais c'est vrai que ça va commencer à faire beaucoup. D'ailleurs, on a aussi eu l'annonce que le VGC, à partir de 2026, sera sur Champions et plus sur le Pokémon, a priori, Écarlate et Violet, qui sera encore le jeu d'actualité. Mais on verra. En tout cas, donc le VGC, l'année prochaine, ça sera sur Champions et non plus sur Pokémon Écarlate et Violet. Vous savez, la DJ, a priori, au mois d'août l'année prochaine, ça ne sera pas encore sorti. On va donc commencer avec Mega Dracofeu, qui avait été teasé depuis un petit moment, hein. On nous avait parlé, il y a eu des leaks qui sont sortis, alors peut-être que c'était fake, peut-être que c'était pas fake. Ça parlait d'un méga Dracofeu X de type dragon, donc c'était sûrement des fakes. C'est aussi pour ça que je vous en avais pas parlé, ça semblait pas crédible. Mais on a eu aussi la confirmation que les Pokémon X basiques seraient encore présents, donc pas seulement les mégas, il y aurait aussi encore des Pokémon X. On n'était pas très sûr sur Méga 1, je crois qu'il n'y a pas de Pokémon X qui ne sont pas méga. Donc on a comme ça eu la confirmation qu'il y aurait encore des Pokémon X non méga. Pourquoi pas, ça va apporter surtout du support, je pense, parce que les attaquants, ce sera principalement les mégas qui vont profiter des gros buffs. On le voit ici avec Mega Dracofeu qui promet d'être bien chiant à affronter, surtout que pour l'instant on n'a pas vraiment de vrai deck haut compétitif, même si évidemment, comme les decks de type feu, à part Typhlosion en ce moment, ne sont pas hyper compétitifs, il n'y a pas vraiment de besoin de build des decks de type eau, donc ça va créer de nouvelles synergies, mais ce Mega Dracofeu X qui a une attaque assez forte, hein, inspirée un peu comme celle de Rugilune, non pas Rugilune, je me suis trompé encore une fois, de Irfoudre, pardon, puisque pour chaque énergie feu que vous défaussez attaché à vos Pokémon, je vais y arriver, vous infligez 90 dégâts, donc 90 si vous en si vous en défaussez une, 180, 270, 360 à partir de 4, et 4 ça peut paraître beaucoup, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu Roi Tiflamme sur la nouvelle extension, donc noir et blanc, et Roi Tiflamme,
Tout simplement, il permet de charger autant d'énergie feu qu'on le veut sur les Pokémon sur les Pokémon qu'on a en jeu, mais on a aussi la possibilité de passer par les decks, enfin la synergie de Ethan avec le OO de Ethan qui permet aussi de charger des énergies et qui ne nécessite pas des évolutions. Donc il est fort à parier qu'on aura des decks qui seront construits à partir de Mega Dracofeu X, ça c'est sûr et certain. Et à voir si on aura un deck haut compétitif, sinon c'est sûr que ça va être compliqué de faire face à Mega Dracofeu X. On a eu aussi une carte pour Mega Dracolos qui, comme vous le savez sûrement, a été annoncée lors du dernier Pokémon Direct. Et donc c'était assez évident qu'on allait avoir assez vite une carte de Mega Dracolos qui a priori sortirait en fin d'année, donc pour le prochain set, alors pas celui qui va sortir en septembre, mais qui a été décalé à octobre d'ailleurs, puisqu'apparemment ça a été décalé au 10 octobre, et ce Mega Dracolos, il est plutôt pas mal, parce que, eh bien, il a un talent qui permet de déplacer les Pokémon du banc vers le poste actif, donc on peut imaginer le ramener sur le banc, et à nouveau le charger, puisque vous voyez que son attaque nécessite de défausser 2 énergies, et on l'a avec le retour de comment il s'appelle, c'est la sous-évolution de Omasacre. Bref, c'est Electric en anglais. Il y a d'autres Pokémon aussi qui permettent de charger les énergies électriques. Il y a aussi des stades qui permettent de récupérer des énergies électriques. Donc on peut imaginer, eh bien, le remettre sur le banc, le charger avec le Pokémon qui permet de charger les Pokémon. Alors ça marche peut-être pas, je dis peut-être des bêtises parce que ça marche sur les Pokémon électriques. Donc on peut pas utiliser cette synergie, je dis des bêtises, donc il doit y avoir d'autres synergies intéressantes. Ça reste un Pokémon de type dragon, donc avec la présence de Gardevoir, du Mélofée de Lily, ça reste très facile, on va dire, à contrer, mais l'attaque est quand même assez forte puisqu'elle permet de tuer tous les Pokémon, enfin de mettre KO tous les Pokémon ex quasiment tous, hein. Il y en a très peu qui sont à plus de 330, enfin du moins parmi les Pokémon les plus joués, donc assez fort ce Mega Dracolos, mais à voir avec qui il va pouvoir être combiné pour pouvoir être rechargé rapidement, puisque vous le voyez, à chaque fois on doit décharger 2 énergies électriques. Ça peut être fait avec une synergie avec Glévodo, avec l'énergie eau, mais il va falloir trouver un moyen de remettre l'énergie électrique, donc peut-être utiliser le stade Levencia qui permet de récupérer les énergies électriques. On a eu aussi un nouveau format de carte qui arriverait avec cette série, donc ça serait probablement celle qui suivra Mega Brave et Mega Symphonia, avec des cartes un peu sous le type comics, et avec l'inscription comme on avait eu à l'époque sur X et Y, donc de l'attaque, enfin l'attaque, oui c'est ça, c'est l'attaque Inferno X, parce qu'on l'a vu sur les cartes japonaises que c'était en anglais, ils font l'inverse, donc du coup symbole japonais sur les cartes en anglais ou en français, et à l'inverse sur les cartes en japonais, eh bien l'attaque ici est mentionnée en anglais. C'est un parti pris, on l'avait déjà eu sur XY, on aime, on n'aime pas. À vous de décider. Moi, pour le coup, comme c'est une nouvelle rareté, ma foi, pourquoi pas. Le design est pas complètement raté. Et c'est vrai que c'est une bonne alternative au full art, mais celle que je trouve la plus belle, c'est surtout celle de Mega Gardevoir, puisque Mega Lucario et Mega Gardevoir, qui sont à l'honneur dans la première série Mega Evolution, eh bien recevront leur carte dans Mega Evolution 2, qui sera la suivante. Donc c'est assez marrant de voir qu'ils vont revenir dans une série après. C'est assez marrant, et donc on a les 3 ici, donc de belles illustrations. J'aime bien celle de Mega Gardevoir, celle de Mega Lucario est assez sympa, et elles ont été introduites de manière assez sympa. Je vous mettrai le lien vers le trailer, et donc vous voyez en japonais, eh bien on aura l'inverse avec l'inscription en anglais. Je trouve ça beaucoup moins beau en japonais, c'est pour une fois que c'est le cas, c'est à mentionner. Donc du coup vous le voyez ici, Mega 2, donc ça sera la suivante, elle contiendra 80 cartes hors secret, donc on n'a pas encore la confirmation du nombre secret, et on a déjà la confirmation d'un
et je vais y arriver, d'un set high-tech, hein, si vous savez, tous les ans au Japon, il y a un set qui reprend toutes les meilleures cartes du TCG, et là, on aurait donc Mega High Class Pack Mega Dream X, qui reprendrait donc les meilleures cartes des sets précédents, avec peut-être l'inclusion de nouvelles cartes Mega X, et en français, eh bien, a priori, ça arriverait courant janvier, comme on a vu, avec 8.5. Voilà, c'est tout pour l'actualité. On nous parle aussi d'une mystérieuse expérience XP à venir, donc pour l'année prochaine, donc en 2026. Donc on n'a pas eu plus d'infos, donc on attendra d'en savoir plus. N'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé par les mégas, et je vous retrouve juste après, puisqu'on va faire, je fais une petite coupure et on va parler des Worlds avec les résultats. À tout de suite. C'est parti pour l'analyse de ce qui s'est passé pendant ces Worlds. On y reviendra, je pense. Je referai plus d'autres decks, mais on va essayer d'aller au plus rapide pour cette vidéo. Ça fait déjà beaucoup de contenu avec les juste avant qui ont été annoncés pendant les Worlds, et juste après, eh bien, ne quittez pas. On va ouvrir 4 boosters que j'ai pris en boutique, et j'ai aussi 2 boosters, vous savez, donc ça fera 30 au total. Et l'idée, c'était de comparer au top d'une display. Donc cette semaine, et en tout cas au niveau des résultats, si vous ne le saviez pas encore, eh bien c'est le deck Gardevoir piloté par Riley McKay, le Canadien, qui avait fini deuxième du NIC face à Isaiah Bradner. Donc du coup c'était pas un inconnu, c'était pas quelqu'un qui arrivait un peu comme ça au hasard. Il a confirmé, et d'ailleurs c'était assez marrant puisque au round 2, les deux se sont affrontés à nouveau et n'ont pas réussi à se départager. D'ailleurs, Isaiah Bradner qui a lâché Gardevoir pour l'associer à Moyad, donc un deck qui a été très peu joué, on le verra juste après au niveau du métashare, mais en même temps c'était à prévoir. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de match-up, on va vouloir préférer insérer Moyad, qui est un Pokémon X de plus, qui peut être mi-KO, qui peut offrir 2 récompenses à notre adversaire, et du coup les bénéfices qu'on peut en tirer sont moins intéressants que les inconvénients, comment dire, les points négatifs qui sont impliqués par l'inclusion. Cela dit, je suis pas complètement fermé à l'inclusion de la sous-évolution, donc Viscuse, et je crois que certains decks l'ont inclus sans le Moyad, donc une piste à explorer, tout simplement parce que il a plus de PV que Rose Bouton, et comme c'est un Pokémon de type Psy, on peut ne pas... On peut aussi lui mettre une énergie psy, on peut le battre en retraite, donc remettre une énergie psy dans la défausse. Donc il a des synergies plus intéressantes que le Rose Bouton, même si Rose Bouton reste assez fort dans la plupart des decks. On l'a vu notamment très joué par Justin, qui a réussi à arriver deuxième avec un Lancerien Dusk Noir, qui était le deck le plus joué en deuxième. On verra au niveau des métachères, et qui a réussi à se hisser jusqu'en finale, mais face à Gardevoir, il n'a pas pu faire grand chose. Il a eu du mal au premier match. Il avait prize 2 Dracloak, donc forcément beaucoup plus dur d'utiliser le fait de voir 2 cartes fois le nombre de Dispariptiles que vous avez sur dans votre jeu. Et il a eu beaucoup de mal, et à la fin, eh bien Riley avec Mew, avec Melofé, il a pu faire des retours assez forts, et on va voir juste tout de suite après, juste là, on va regarder la decklist, mais pour compléter, au niveau du top 4, on avait un Irfoudre qui a réussi à battre le Gros Mago de Piper c'était en non, c'était en quart de finale, pardon, donc c'était le top cut, juste après le top cut, pardon, parce que quand c'est comme ça, il y avait plus de joueurs qui avaient 26 points, et donc il y avait des joueurs qui étaient qualifiés directement pour le tour d'après, et ceux qui étaient à 26 points et 27, je crois, si je dis pas de bêtises, eh bien devaient s'affronter pour avoir une place dans le top 8, et ensuite tous les donc du coup ceux qui étaient en top 8, donc les 8 derniers qui avaient encore une victoire, se sont affrontés, et dans ce match, donc Shizuki qui a réussi à battre Gros Mago, et Gros Mago qui avait notamment sur le dernier match mis en récompense 3 mordus d'or.
Voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, Piper l'a un peu cherché, si vous voulez mon avis, parce qu'elle joue un deck avec Togekiss, donc forcément, si vous vous reposez beaucoup sur la chance, eh bien, à un moment, comme disait l'autre, la roue tourne. Mais c'est vrai que c'est assez moche d'avoir ce genre de configuration. Après, au niveau des probabilités, tout est possible hein, quand vous jouez un deck de 60 cartes. Mais c'est vrai que d'avoir ça si près du but, c'est vraiment rageant pour elle, j'imagine. Junia qui a complété le top 4, hein, donc les Japonais bien présents dans les dernières places. Hein. On le voit hein, avec deux autres Japonais dans le top 16. Et la présence de Dracofeu qui est très joué au Japon et les Japonais qui ont eh bien n'ont pas changé de deck hein, avec Junia qui joue un deck très agressif avec Dracofeu, Noctu Noir et le Roucarnage. Donc Roucarnage très fort hein, qui permet d'aller chercher une carte à chaque tour et ils ont réussi à bien piloter. Et Ojvind aussi qui jouait ce même deck, alors c'était pas exactement les mêmes versions, c'était pas exactement les 60 cartes, mais Ojvind qui a réussi à aller assez loin. Et quand j'ai vu la confrontation qui arrivait, alors ça n'a pas été un match qui a été diffusé, donc j'ai eu le résultat qu'après, mais Ojvind a affronté Riley en quart de finale, hein, l'équivalent des quarts de finale, donc au niveau du top 8, et j'étais pas très serein pour Riley, parce que Dracofeu, on le sait, hein, c'est pas le meilleur des match-up pour Gardevoir, hein, parce que comme vous le savez, Dracofeu n'est pas de type feu, mais de type sombre, donc il inflige des doubles dégâts aux Pokémon, quasiment tous les Pokémon de Riley, et j'étais surpris de voir que Riley, alors on n'a pas eu le match, donc je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, ça a été assez serré puisque Riley n'a gagné que 2-1, il avait perdu une partie, c'est en best of 3, hein, les Worlds, pas comme au Japon c'est en best of 1, hein, comme la plupart des tournois que vous faites, puisque ça prend beaucoup de temps de faire en BO3, donc la plupart du temps, les ligues, tout ce qui est petite compétition, petit tournoi que vous faites dans vos boutiques, c'est en BO1, et en BO1, le format est assez injuste, on va pas se le cacher, mais en BO3, Ojvin qui a perdu, donc il a peut-être brick hein, sur la dernière partie, parce que sinon, eh bien, le match-up est assez favorable. On a eu aussi des Zoroark qui sont allés assez loin, et d'ailleurs c'est assez original, parce que c'était des builds sans Darumaron, je crois que pour les deux, Marco j'ai un doute, mais Mateusz je sais qu'il en avait pas du tout. Et l'inclusion évidemment de notre fungus, notre champignon préféré. Pourquoi? Eh bien parce que tout le monde a voulu tech contre Gromago qui, on va le voir, était le deck le plus joué, que ça soit le premier jour ou le deuxième jour. Et c'est un deck qui a eu un taux de conversion assez élevé. Donc je m'y attendais, dans le sens où on avait vu sur les dernières semaines que Gromago était devenu très fort avec l'inclusion du Genesect X de noir et blanc. Alors je sais plus si c'est dans Foudre Noire ou Flamme Blanche, mais bon, bref, ça ne change pas grand chose. Et beaucoup de joueurs, hein, Riley pas vraiment, on va le voir après avec la decklist, mais encore il y a une carte qui permet de contrer Gromago, mais c'est très situationnel. Mais là on sent bien avec le Terra Cool, Terra Cruel, donc 2-1, que l'objectif, eh bien, c'est de bloquer la récupération supérieure d'énergie et dans certaines parties, eh bien, les Terracool qui étaient ciblés par les adversaires, ceux qui jouaient Gromago tout simplement, eh bien parce que si le Terra Cruel est posé, donc si le Terracool est évolué, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus moyen de récupérer des cartes de la défausse, que ce soit des Pokémon ou des énergies, donc c'est très fort dans cette méta où Gromago a besoin, en fin de partie, une fois que l'énergie pro a été utilisée, il a besoin d'aller chercher les énergies dans la défausse, que ce soit via le stade avec l'Evalandura en français ou les recherches supérieures pour la défausse, eh bien Terra Cruel bloque cela, et après derrière Zoroark avec le Reshiram, il met pas des très très gros dégâts, hein, parce qu'il il met maximum 170 dégâts, mais avec le poison, parce qu'il peut se faire empoisonner par Pechaminus. À ce moment-là, avec le Moshi, il peut faire un peu plus mal, et la deuxième attaque de Reshiram, eh bien si on n'est pas mis KO, donc si notre adversaire nous attaque mais ne nous met pas KO, on met de très très gros dégâts, puisque les dégâts sont
le double des marqueurs de dégâts que Zorak a sur lui. Donc si vous avez par exemple une attaque à 120 ou 140, 150, et bien vous mettez 300 dégâts en retour. Donc il est allé assez loin. Mais je sais plus contre qui il a perdu, et vous le voyez ici, très original, c'est le deck de Mateusz avec les deux Hogarpon, le Hogarpon du puits pour bloquer un adversaire sur le poste actif, avec 3 Fortissimia pour déplacer les dégâts, et le Hogarpon de la pierre pour contrer Gros Mago, puisqu'on l'avait vu, Gros Mago, s'il n'inclut pas un attaquant non ex, Gros Mago, Genesect ne touche pas Hogarpon de la pierre. Donc tous les decks qui n'incluent pas un Pokémon qui est capable de toucher Hogarpon, eh bien ne peuvent pas gagner face au Hogarpon. Et donc ce Hogarpon qui a dû bien gêner les joueurs de Hogarpon qui ont affronté Mateusz. Donc l'autre deck qu'on a vu juste avant, c'était celui de Marco. Marco qui a perdu assez rapidement contre Justin en quart de finale. Et Mateusz, il a dû perdre contre Junia, je crois. De toute façon, on peut le voir ici, il y a les pairings. Si on va dans les résultats, non, c'est les stats, les pairings. On va voir du coup. Donc il faut aller dans le labo de Limitless. Donc ça c'est les stats. On va voir ça juste après, et les pairings. Donc les demi-finales, c'était Riley qui avait l'avantage face à Irfoudre. Je crois que ça allait assez vite si je me souviens. Et Justin qui a battu Junia. C'était un tout petit peu plus serré, mais très fort, Lancerien Noctuneur qui a été très fort tout au long du tournoi. Donc vous voyez Piper qui a perdu contre Shizuki, ça c'est un match que j'ai vu avec à la fin les 3 Mordudor qui étaient dans les récompenses, et Mateusz, il a perdu contre Junia. Ouais, c'est pas le meilleur des match-up, puisque Zoroark peut pas infliger énormément de dégâts, que ce soit à Dracofeu ou à Roucarnage, et Dracofeu, une fois que les Noctunoirs sont se défaussent, se suicident, et bien Dracofeu, au fur et à mesure, il va être capable de one-shot les Zoroark. Donc assez vite, bien Zoroark perd le rythme, et Justin, il a fait un peu le même principe avec ses Noctunoirs aussi. Il a pu mettre de gros dégâts à Marco, aux Zoroark de Marco. Donc quand même 2 Zoroark. Alors je pense que c'est situationnel, ça rend pas Zoroark très très fort. La méta des Worlds, c'est toujours très particulier, sans vouloir si je devais vous rappeler, il y a quand même eu Épine de Fer qui a gagné l'année dernière un deck improbable, donc la méta des Worlds est très situationnelle. Zoroark est intéressant face à Gardevoir forcément, donc si Gardevoir est fort, Zoroark reste intéressant, mais Zoroark il a quand même beaucoup de mal face à d'autres decks, et vous l'avez vu, c'est un build de Zoroark très différent de ceux qu'on a connus par le passé. Pourquoi ? Eh bien parce que on avait Gros Mago qui était la menace sur cette méta. Cette méta, elle va vite évoluer parce que les mégas vont arriver, et cette méta, eh bien, elle aura pas d'autres gros tournois majeurs. Il y a quelques regionals qui arrivent, mais tous les IC ne se feront pas à ce format. Donc les Worlds, ça restera le seul format, la seule méta où eh bien Zoroark aura eu son moment de gloire. Bon, il en aura bien profité, je pense, parce que c'était assez inattendu. Pareil pour Dracofeu. À voir comment ça évolue par la suite avec l'arrivée de Mega Dracofeu X. Peut-être que Dracofeu restera assez fort, puisque ça permettra de taper de type feu contre Gros Mago et de type sombre contre Gardevoir. Donc je pense que ça reviendra. En même temps, de toute façon, on a l'habitude avec TPCI qui a tendance à buff Dracofeu pour faire plaisir à tous les fans. Et pour finir au niveau, donc on va voir ça assez rapidement au niveau, non c'est le metagame, on va juste voir les stats, mais ça normalement vous avez pu les avoir parce qu'on l'a vu assez rapidement. Donc le top 5 sur le premier jour, c'était Goldengo, donc Gros Mago très très loin devant à 23%, c'est énorme, il y en a eu énormément. Lancerien Noctunoir, on l'a vu tout à l'heure, qui était très présent aussi, 17% à lui tout seul, donc sans compter Lancerien. Vous voyez que Lancerien ici à 4%, il est à part, et Lancerien Dracofeu à 2%, il est à part, donc vous voyez bien que c'est bien Lancerien Noctunoir. Donc si on combine les trois, on est quasiment à ce que le Gros Mago, peut-être même plus.
Non, c'est similaire parce que Gros Mago il a des builds aussi avec d'autres associés, notamment avec Jolty Box hein, qui a gagné en senior, je crois, si je dis pas de bêtises, qui est une synergie intéressante à surveiller. Donc, soyez pas surpris si dans vos tournois prochainement vous voyez ça. Gardevoir qui était pas si présent que ça finalement, mais qui aura remporté le tournoi parce que bah ça reste très très fort. Hein. Ceux qui ont tous sous-estimé Gardevoir, eh bien, je pense qu'ils ont bien été surpris. Irfoudre, très présent aussi, malgré tout, sûrement par les Japonais, hein, parce que les Japonais adorent Irfoudre, les Européens peut-être un peu moins sur ce format-là au niveau des Worlds. Angoliath, très faible, parce que, eh bien, dépassé par les autres, notamment Gros Mago, Angoliath a un peu du mal face à Gros Mago, même si avec Devo il peut eh bien gagner le match assez rapidement. Euh, Piroli en dessous, très très surpris parce que Piroli a un match-up quasiment 100% face à Gros Mago, donc un peu surprenant. Bon, c'est un deck qui est assez dur à piloter, peut-être que ça en a rebuté certains. Et Lansorien qui complète le top 7, parce que du coup on est au 7e rang. Et au niveau du jour 2, on va regarder ça juste après. Et au niveau du jour 2, alors le jour 2, je crois que cette année, il fallait avoir au minimum 2 défaites. Donc à partir de 3 défaites, je crois qu'on n'était pas au jour 2. Et au jour 2, il y a que 3 rondes, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4. Puisque le premier jour, c'est 8 rondes. Je crois que c'est ça. On peut aller voir les pairings après, mais normalement c'est ça. Au jour 2, eh bien, Gros Mago hein, qui a augmenté son pourcentage. Donc ça veut dire qu'au niveau du taux de conversion, on va le voir juste après, c'est plutôt pas mal, voire très très bien. En même temps, c'est pas surprenant parce qu'on va le voir, eh bien, les contres à Gros Mago étaient peu présents et c'est peu dire. Hein. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure, donc Pyroli, seulement 6 decks Pyroli qui explose Gros Mago. Lansorien qui finalement a pas un trop mauvais match-up grâce à Noctunoir qui lui permet eh bien soit de mettre KO des Mordudor s'ils n'ont pas encore été évolués, soit eh bien donc s'il y a 2 Noctunoirs on peut tuer un Gros Mago. Donc ça reste assez fort Lansorien Noctunoir face à Gros Mago, pas le meilleur match-up. Hein. Gardevoir qui galère un peu, mais on va le voir, Rayleigh qui a marché sur les Gros Mago. Peut-être qu'il a affronté des joueurs un peu moins forts, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, mais en tout cas il a bien réussi. Dracofeu qui s'en sort plutôt bien face à Gros Mago si le Yu n'est pas prized. Donc pareil, il y en avait que 5. Donc vous voyez, tous les decks qui ont l'avantage face à Gros Mago, eh bien étaient très peu présents sur ce jour 2. Et vous voyez par exemple Ethan qui met une fessée à Gros Mago n'était même pas présent au jour 2 et au jour 1, eh bien très peu de gens, vous voyez même Krabarak hein, Krabarak s'il fait face à Gros Mago c'est quasiment auto-win. Après c'est des decks un peu gimmick dans le sens où eh bien vous en sortez bien face à Gros Mago mais face au reste de la méta c'est très compliqué. Krabarak qui peut quasiment rien faire contre Lansorien Noctunoir, il peut quasiment rien faire contre Gardevoir, donc forcément c'est prendre un risque de ramener un deck qui a l'avantage contre un deck, mais pas contre d'autres. Et vous voyez, Ethan n'est même pas à 1% Typhlosion. Donc, un peu surpris. Je pense que beaucoup de gens se sont dit que ramener Gros Mago, c'était une garantie, c'était une assurance. Et du coup, ceux qui ont envisagé de ramener un contre à Gros Mago, bah, ils l'ont plutôt inclus dans leur deck, avec quelques cartes, que ça soit l'arrache outil, on va le voir après, avec Gardevoir qui peut avoir soit Klefki, donc Trousselin, soit Flotte Mèche qui permet de contrer avec une seule carte, eh bien, la dynamique du deck Gros Mago. Donc c'est surtout, je pense, par des inclusions, on l'a vu tout à l'heure avec les Zoroark qui ont inclus Terra Cool et Terra Cruel. Mais il n'y a pas vraiment eu de deck qui contre complètement Gros Mago qui s'est retrouvé de manière très présente dans la méta. Et c'est pour ça que Gros Mago a un peu régné en maître sur la méta. Mais à la fin, on l'a vu tout à l'heure, n'a pas réussi à atteindre le top 4 et pas la finale non plus malgré sa présence. Il était quand même parmi les 11 derniers joueurs, je crois que c'était 11 dans le top cut. Il y en avait 3, donc c'était le deck le plus présent.
Mais à la fin, c'est Gardevoir qui l'a emporté. Donc au niveau des pairings, ce que je vous dis tout à l'heure, donc je crois que c'est ça, c'est au niveau du R8, le dernier jour. Je crois que c'est ça, non, c'est la ronde 9, c'est ça. C'est la ronde 9. Et non, même pas, c'est la ronde 10. Oui, non, ça, la ronde 10, c'était le deuxième jour. Donc peut-être que le top cut, il se fait au niveau de la ronde 7. Bon, c'est pas très grave. Non, le top cut, c'était... Oui, c'est ça. Donc le premier jour, je crois qu'il y avait 6 rondes. On élimine une partie des joueurs. Et au jour 2, il faut arriver à 25 points. Cette année, je crois que c'était 26. Ça dépend des années au niveau de la ronde 10. Et vous voyez donc au niveau de la ronde 10, tous les joueurs qui étaient à 26 points sont passés. Et les joueurs qui étaient en dessous... Non, c'était la ronde 11, je vais y arriver. Je dis vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Donc c'est au niveau de la ronde 11 que se finit le jour 2, enfin du moins la partie avant la top cut. Et comme il y avait, je sais plus exactement c'est quoi la règle, mais il y avait des joueurs jusqu'à 26 points, eh bien tous les joueurs qui avaient 26 points et plus sont passés au tour d'après. Et au tour d'après, vous voyez, il y a tous ceux qui sont qualifiés automatiquement pour le tour d'après. Donc Riley, c'était le premier à devoir affronter Daigo qui jouait Lancerien Nocturnal, on l'a vu tout à l'heure, et Junia et Marco aussi qui ont gagné leur match et qui se sont retrouvés du coup à la ronde 13. Et là cette fois-ci tout le monde joue et ensuite les derniers eh bien se retrouvent en demi-finale puis la finale. Et du coup, le classement final, vous l'avez ici. N'hésitez pas à aller voir si vos joueurs préférents ont réussi à gagner. Et au niveau du deck de Riley et de son parcours, puisqu'on n'a pas le temps de faire tout le monde, mais le parcours de Riley est très intéressant. Parce que, eh bien, il a quand même réussi à ne pas perdre dans des match-ups difficiles. Le Gardevoir, le match-up est un peu compliqué dans le miroir selon ce qui est joué. D'ailleurs, Isaiah Bradner, vous voyez qu'il n'a pas eu un très très bon résultat. Hein, le champion du NIC, qui a ramené, je l'avais dit tout à l'heure, Moyad, un Moyad qui était présent dans très très peu de decks. Il me semble qu'il n'y en avait que très peu, je crois, j'en ai vu 3 ou 4. Deux. Il n'y en avait que 2, donc c'est bon. C'est pas, soit on n'a pas encore trouvé la technique, soit eh bien c'est vraiment pas très fort, ou du moins c'est moins fort que Gardevoir. Donc à ce moment-là, les joueurs préfèrent jouer Gardevoir. Donc premier tour, il gagne contre le Dracofeu Rocarnage qui est pas un match-up facile. Il fait le match nul contre Isaiah, ensuite Irfoot, ça c'est plutôt bien. Gardevoir, c'est un match-up un peu difficile selon comment sont construits les decks. Derrière, il a vraiment affronté que du lourd. Donc gros mago de Daniel Magda, il fait match nul. Ça, c'est pas un match qu'on a pu voir. Je crois que Kyle, on l'a vu que au round 2. Et derrière, on n'a pas vu. Si, je crois qu'on a vu son match contre Daigo et la finale évidemment, et peut-être la demi-finale contre Shizuki. Je crois que toutes les demi-finales ont été diffusées. J'ai vu tellement de matchs, c'est un peu compliqué. Derrière, il a affronté 2 Gardevoir, il s'en est bien sorti. Un Lancerien, Dracofeu, c'est pas un match-up, c'est pas un match-up donné, mais c'est plutôt un 50-50. Derrière, Gros Mago avec Vianney, le français qui a fini le meilleur français, avec 7-2-2, donc un plutôt bon classement. Je crois qu'il est, il finit plutôt pas mal. Il finit, voilà, c'est sa top 64. Donc une belle performance pour Vianney. Je connaissais pas du tout. Je vous avoue que la scène compétitive française, je connais pas beaucoup de joueurs. Au niveau donc de la ronde 9, hein, c'est ça, donc c'est bien 8 premières rondes, puis il y a encore 3 rondes et enfin c'est le top cut. Donc là cette fois-ci il a remporté donc 2 fois contre les gros magos, ça lui a assuré de finir parmi les tout meilleurs joueurs. Il a quand même perdu contre Zoroark, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Zoroark qui est très très fort contre Gardevoir, c'est très dur à affronter. Donc bon, voilà, ceux qui ont choisi Zoroark, final, n'ont pas fait un si mauvais choix. Il y en a pas eu tant que ça, je crois, des Zoroark. Donc au niveau du taux de conversion, ils sont pas mal. Il y en a eu 17, hein. Il y en a eu 17. Au niveau du taux de conversion, c'est vrai qu'on n'a pas regardé. Gros Mago, donc c'est le grand gagnant avec 24%, c'est élevé. Lancerien qui s'en sort pas mal avec 17%. Gardevoir 13, on commence à bien baisser. Irfoudre très très bon avec 22%. Et là par contre, en Goliath 11%, c'est très mauvais. Pyroli, on a vu tout à l'heure, il n'y en avait que 6, mais ça reste un tout petit peu en dessous des 19%. Lancerien sans Noctunoir, c'est plutôt pas mal à 20%, mais derrière on les a pas vus. Joltik Box, et après du coup c'est un peu moins représentatif parce qu'il y a beaucoup moins de decks. Et vous voyez Zoroark à 18%, c'est plutôt pas mal, hein, c'est
dans la veine des meilleurs decks. Et Gardevoir un pas si bon pourcentage. Pourquoi? Parce que Gros Mago était surreprésenté et Gros Mago il s'en sort très très bien contre Gardevoir normalement. À part si le match-up, enfin si le match tourne mal pour le joueur de Gros Mago. Derrière, eh bien, il a quand même fait fort parce que le deck de Ojvind c'était dur à piloter. Daigo, ça s'est plutôt bien passé. Shizuki, pareil, ça a été assez rapide, ça a été plutôt expéditif. Je crois qu'il gagne 2-0 de manière assez rapide et Shizuki n'a rien pu faire parce que Gros Mago est trop fort. D'ailleurs, le Flotte Mèche, je crois que c'est ici qu'il a brillé avec son talent qui bloque du coup les talents des Pokémon qui sont sur le poste actif. Pas le... Enfin, Flotte Mèche bloque le talent du Pokémon en face. Et Justin, eh bien la finale a été assez rapide, même si Justin a quand même offert une belle résistance. Au niveau du deck de Riley, ce qui est à noter, c'est les 4 Fortusimia. Pourquoi 4 Fortusimia? Parce qu'au niveau de la récupération, ça permet d'être un peu plus léger, là où certains decks vont jouer 3 et vont jouer 4 Sivir Nocturne, pas de Super Can la plupart du temps, Mega Can, mais il y a quand même pas mal d'inclusion dans beaucoup de decks. Et le Flotte Mèche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc Flotte Mèche assez fort dans cette méta, puisque si jamais par exemple vous avez un Gros Mago en face, le Gros Mago ne peut pas piocher. Si vous ouvrez avec Flotte Mèche, si jamais l'adversaire ouvre avec le Genesect X, il ne peut pas aller chercher les Gros Magos tant qu'il n'a pas battu en retraite. Donc plutôt pas mal à réfléchir. J'hésite entre Flotte Mèche et Trousselin, je pense que les deux c'est peut-être un peu trop, donc j'hésite encore pour mon deck Gardevoir. C'est quasiment fini mais j'ai encore quelques hésitations. Je fais encore quelques tests cette semaine et il va falloir que je ferme la liste pour être prêt pour le 31, donc c'est le prochain tournoi. Mais j'hésite encore. Sinon le reste c'est plutôt classique. Le choix de n'avoir qu'un seul, comment ça s'appelle, Charme Bravoure, mais c'est pas Charme, c'est amulette bravoure, qu'une seule amulette bravoure, c'est parce que, eh bien, la tour de brouillage était partout, les lansoriens en avaient jusqu'à 2. Pareil, il y avait aussi quelques arachoutis dans certains decks, donc je pense que l'inclusion d'une seule, c'était intelligent de la part de Riley, parce que en avoir plus, à mon avis, c'était pas très intéressant. Et donc, il l'utilisait pas toujours, mais par moment, ça pouvait être mis sur le Mew pour tanker une attaque d'un Gros Mago ou d'un autre Pokémon, ou sur le Mélofée. Ça c'était très utile face au Lanceurien, parce que derrière, Lanceurien ne peut pas one-shot Mélofée, et l'inclusion du Mélofée qui est très fort, parce que en finale, eh bien, il gagne avec le Mew qui peut utiliser l'attaque de Lanceurien, mais ça peut être aussi joué avec le Gardevoir qui peut one-shot les Lanceuriens, ou Mélofée lui-même qu'on peut charger rapidement avec Gardevoir, et derrière avec 4 Fortusimia, eh bien croyez-moi que vous vous soignez et vous mettez des marqueurs de dégâts sur le Pokémon adverse. Et Flotte Mèche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je crois que c'était en demi-finale, qui a un effet assez fort, puisque, eh bien, déjà, vous tapez pour la faiblesse, donc là, c'était un Baby Bolt qui était sur le poste actif, donc il est mis KO, mais en plus, vous mettez 2 marqueurs de dégâts sur les Pokémon en face, comme vous le voulez, et en combinaison avec Fortusimia, eh bien, ça a permis de mettre le KO sur un out, et ça a permis à Riley de gagner le deuxième match. Donc, très fort ce deck, on va le revoir, ne vous inquiétez pas, et avec l'arrivée de Mega Gardevoir, Gardevoir va rester très compétitif, mais à voir comment est-ce qu'il va falloir inclure Mega Gardevoir. Je vois bien l'inclusion d'un seul Mega Gardevoir, après à voir comment est-ce qu'il va falloir faire avec le reste, puisque tout est très utile dans ce deck, que ce soit le Hurle-Queue ou le Mélofée. Peut-être repartir, peut-être retirer Flotte Mèche si jamais la méta évolue. Mais Romago risque d'être encore très présent. Donc pas sûr que Flotte Mèche ou Trousselin soient retirés tout de suite, tant que Gros Mago est présent. Mais comme vous le voyez, on n'a pas vraiment beaucoup d'outils face à Gros Mago dans ce deck, à part peut-être éventuellement la capsule d'évolution. Ça permet, eh bien, si on a mis suffisamment de dégâts sur les Gros Magos, et ça peut arriver assez vite, eh bien, sur un tour de retirer 3 voire 4 Gros Magos avec la capsule d'évolution. Donc très fort dans cette méta où il y a beaucoup d'évolution. Donc ça, je pense que ça va rester.
Mais en tout cas, un deck intéressant, un deck qui a été très bien piloté par Riley pendant tout le tournoi. Et Riley, eh bien, qui devient le nouveau champion du monde. Donc on reverra ce deck qui sera mis à l'honneur dans des decks exclusifs, comme tous les ans. Et sinon, au niveau des juniors, je crois que c'était, j'ai vu les trois finales, pardon, donc j'ai vu les matchs, mais il y en a quelques-unes que j'ai moins suivies. Oui, donc c'était Irfoudre face à Lansorien, ça a été assez expéditif. José qui n'a rien pu faire le pauvre, alors que il avait fait un très très beau tournoi. Et en senior, eh bien, c'est un chinois avec un deck qu'on aura l'occasion de rediscuter, puisque c'est un deck où vous associez Joltik Box et Gros Mago. Gros Mago qui n'est pas là que pour le support, puisque Gros Mago peut, en fin de partie, comme vous défaussez des énergies, que ce soit avec Pikachu ou si votre Pomme de Fer et Mikao, et bien derrière Gros Mago, avec la recherche d'énergie, et bien il peut venir récupérer et venir finir la partie. Donc très fort cette synergie, en associant deux decks assez forts. La fusion des deux fait de beaux dégâts, mais c'est pas forcément beaucoup plus fort que Gros Mago, on aura l'occasion d'en rediscuter. Donc c'est pas forcément le deck qui va remplacer Gros Mago. Gros Mago classique va rester très fort, va rester présent. Donc à voir comment ça évoluera par la suite. Allez, on se retrouve tout de suite. C'est une vidéo un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Pour les boosters de Mega Symphonia et Mega Brave, il y en a 4. Et je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve du coup pour 4 boosters. Je les ai pris chez Fujistore à Lille. Donc, une série sympathique, hein, avec, on l'a vu, les cartes nouvelles raretés, les Gold MUR, donc méga ultra rares, qui cotent à pas mal, hein, je crois que plus de 300, 400 euros, je crois, dans ces eaux-là. J'ai pas trop suivi l'évolution, mais je sais que ça reste assez élevé. Et sinon, au niveau des SR, eh bien, c'est plutôt pas mal, hein, vraiment. Ils ont fait un beau travail. Je suis pas vraiment la cible, je suis pas vraiment fan des mégas. C'est pas vraiment ma version des Pokémon préférés parce que pour la plupart, c'est juste le même Pokémon, mais avec quelques modifications au niveau du design. Donc, je trouve ça un peu feignant. Mais bon, ça reste mon avis. Si vous aimez bien, tant mieux. Moi, je suis pas spécialement très fan. Et au niveau de la méta du TCG, j'ai peur que ça bouleverse trop les choses. Après, comme à chaque fois, eh bien, faut rester, faut suivre un peu, voir l'évolution. Et eh bien, il n'y a pas de raison que je continue pas à jouer. Mais c'est vrai que ça m'enchante pas beaucoup. Après, à voir comment ça évoluera. C'est pas dit qu'il y aurait ah, ça c'est plutôt cool. On commence avec un petit Tinkerton. Donc le Forgelina que je collectionne. Donc ça c'est bien, je vais pouvoir l'ajouter à la collection. Oui, j'allais dire du coup, juste pour finir, bon, la méta va évoluer. J'ai pas vraiment connu celle d'avant parce que quand je suis arrivé, quand j'ai commencé à jouer, on finissait le bloc EB, donc c'était la rotation qui arrivait. Bon, c'est très dur de prendre une méta en cours. Je suis content d'avoir connu celle de Écarlate et Violet, puisque maintenant elle va finir courant septembre-octobre avec l'arrivée des mégas. Donc probablement Regional de Lille qui sera le gros tournoi cette année pour moi. Eh bien, ça sera la méta des mégas. Mais comme j'ai suivi tout au long la méta Écarlate et Violet, le fait d'avoir une nouvelle méta, c'est un peu moins effrayant parce que je suis un peu au fait de ce qui se passe en ce moment. Mais en tout cas, à surveiller, on verra ça par la suite, on aura l'occasion d'en reparler. Et est-ce qu'on a quelque chose? Non, ça sera une ultra rare avec ce Colomar, pardon, je vais y arriver. Donc pas de hit sur ce premier booster, de ce que j'ai cru comprendre. Comme les full art, maintenant ce sont des objets sur cette série, et bien, donc secret rare en japonais, et bien dans les displays, il peut y avoir à la fois une secret rare et une SAR, ce qu'on n'avait pas sur les séries EV, puisque sur EV, il y avait la possibilité d'avoir les deux, mais ça restait assez rare. En général, on avait soit une SR, soit une SAR, avec la gold en bonus. La gold, je crois qu'en japonais, c'est toujours un bonus. Le repousse qui fera son retour dans la méta. Le repousse qui est intéressant parce que ça fait le travail de hôte de fer, sans le hôte de fer. Donc ça risque de revenir dans certains decks, pas forcément dans tous les decks. Le Griboureigne, ça sera un piaf avec, sympa. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Oui, ça sera une AR avec le
Herbizarre. J'aurais préféré le Bulbizarre, je vais pas vous dire le contraire, mais c'est plutôt sympa. Est-ce que du coup il va falloir que j'aille chercher le Bulbizarre? Donc si vous ne le savez pas, je vous les mettrai ici je pense. Eh bien les trois forment un beau trio. Je suis pas... C'est joli, mais j'ai moins d'attache avec Bulbizarre et Florizarre et Herbizarre. Donc c'est pas forcément ce que je vais vouloir rechercher dans Pokémon, mais c'est vrai que le fait de créer une synergie entre plusieurs cartes, de créer une sorte de tableau, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. Donc c'est à souligner. Voilà, c'est bien qu'on nous propose comme ça la combinaison de plusieurs cartes. Et eh bien, ça fait un très joli trio. Donc je vous les mettrai. Donc c'est Bulbizarre, Herbizarre et Mega Florizarre. Donc Mega Florizarre qui est une SAR, Florizarre et Herbizarre qui sont des AR. Vous le voyez avec le Herbizarre qu'on vient de faire tomber. Est-ce que je peux ouvrir ce booster de Mega Symphonia? Donc là c'était Mega Brave, donc où Lucario est mis à l'honneur. Et là maintenant on passe à Mega Symphonia où Mega Gardevoir est mis à l'honneur. Donc ça m'intéresse déjà un peu plus. Donc on retire la dernière, parce qu'en japonais, sur les 5 cartes, c'est la 4e qui peut avoir une rareté. Je dis bien qui peut, pas toujours une rareté. Ça peut être une peu commune, ça peut être une rare, ça peut être une double rare, donc une X, ou ça peut être une AR, ou une SR, donc une full art, ou une SAR. Et ça sera, c'est la dernière, donc je dis des bêtises, et ça sera une SR, donc un objet avec le nouveau stade, donc c'est le stade de type Psy qui va permettre à Gardevoir d'avoir un énième buff, puisque ce stade eh bien, permet de piocher jusqu'à 6 cartes. Non, c'est piocher autant de cartes qu'on a de Pokémon Psy en jeu, si je dis pas de bêtises, donc on peut en piocher jusqu'à 6, parce qu'on peut en avoir donc 5 sur le banc et 1 sur le poste actif. Il n'y a pas vraiment de Terra à jouer avec Gardevoir pour étendre le terrain, puisque, bon, en plus on peut pas de toute façon, qu'est-ce que je dis, puisque le terrain serait en place et il n'y aurait pas l'abîme 0, donc on peut piocher jusqu'à 6 cartes, je crois que c'est ça. Donc voilà, c'est pas forcément nécessaire. Mais comme Gardevoir joue un peu Quensia par défaut, mais bon, Quensia reste très fort pour Gardevoir, c'est une bonne inclusion. C'est une bonne inclusion, ça peut pas faire de mal à Gardevoir, mais bon, est-ce que Gardevoir avait besoin de nouveaux outils? Je ne pense pas, personne pense qu'il avait besoin de nouveaux outils, mais bon, visiblement ils aiment bien Gardevoir, donc ils lui donnent encore des choses pour le rendre compétitif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent rendre Gardevoir compétitif pendant longtemps, parce qu'on a eu aussi le patch Psy qui permettra de booster Mega Gardevoir une fois que Gardevoir sera sorti de la rotation, puisque vous le savez, Gardevoir X nous fera ses adieux l'année prochaine au printemps. Et là, cette fois-ci, ça risque d'être un peu plus compliqué pour Mega Gardevoir, mais faut pas exclure eh bien, les apports qu'on aura avec les séries suivantes. On finira avec un boule de nœud. Eh bien, plutôt pas mal hein, sur 4 boosters, une belle petite pioche avec une secret, donc une SR, c'est un stade, le stade donc de type Psy, je me souviens plus exactement du nom, et l'AR de Herbizarre, donc plutôt pas mal. Sur 4 boosters, on s'en sort très très bien. Et je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Il y avait beaucoup de choses à dire sur les Worlds, mais j'étais à fond tout le week-end et va falloir que j'aille me reposer maintenant, même si j'ai du montage à faire. Enfin, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à faire le montage, mais ma fatigue, à mon avis, est encore très très présente. On se retrouve cette semaine, j'ai pas oublié les défis, j'ai été un peu pris par tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir la vidéo cette semaine, donc le deck sera articulé autour de c'est Pomme d'Orochi X, hein, qui est le meilleur Pokémon qu'on a tiré lors du premier tirage, et on fera le tirage pour la série d'après. Donc on espère avoir un meilleur tirage, même si c'était pas si mauvais. Ce que je vais faire, c'est que je vais inclure plus d'items, plus de stats, pour qu'il y ait un peu, eh bien, une sorte de malus bonus. Là où, là c'est vrai que j'avais mis que les meilleures cartes, donc je vais inclure plus de cartes, pour qu'il y ait un petit système de malus bonus. Je vais arriver, bonus malus. Allez, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. La vidéo est un peu longue, je suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Et on se dit à bientôt. Allez, ciao!